le non, ça peut dire que, ben, vas-y, propose-moi quelque chose de mieux. Montre-moi qu'est-ce que tu as encore. Ou va, essaie de trouver plus parce qu'il sent qu'il y a quelque chose derrière. Donc, ben, forcément, il faut savoir évaluer la situation et en tout comprendre mieux le sens de non. Puis, individualisme. Les États-Unis, c'est une société individualiste. Ce qui veut dire que quand ils vont négocier avec vous, votre partenaire en face n'est pas forcément le chef d'entreprise, mais il a le droit de décider même dans les questions stratégiques. Ils savent l'hiérarchie comme chez nous, mais ils ont plus de responsabilités. Donc pensez pas que ce qu'il dit, ça va être changé peut-être par la maison de mère. Donc il faut être préparé que ce qui est en face de vous peut décider pour l'entreprise. Et puis c'est aussi une société monochronique qui veut dire qu'il prend une tâche à la fois et justement pour plus vite finir cette tâche, time is money, il faut aller à l'essentiel, pas se dépêcher, mais quand on arrive à un entretien ou une négociation, il faut savoir ce qu'on veut dire, il faut savoir comment on veut gagner le partenariat et faire tout ce qu'on peut, mais au plus vite possible et plus clair. On peut constater sur cette image qu'il est en train de faire une gestuelle qui montre que les Italiens sont très expressifs. En général, un Italien est fort de caractère. Il peut s'emporter très facilement. Il parle. Ce qui fait de l'Italie un pays très accueillant. Donc, un Italien a une forte personnalité. Il aime les belles femmes, c'est un bon vivant. La gastronomie est très importante. Et c'est quelqu'un de très passionné. Donc, je vais commencer par un premier style de musique qui est le samba, pas la samba, donc c'est bien avec un E. Donc, c'est une fusion de rythmes anciens et de nouveaux éléments. Donc, ça a été popularisé dans les années 50 avec un groupe qui s'appelle Angola Ritmos. Donc, c'est dans la région de Luanda. Luanda, c'est la capitale angolaise. Donc, en fait, ce mouvement a été créé en opposition avec les colons portugais il y avait un fort impact de la musique portugaise et c'est un mouvement qui est venu en opposition avec justement la culture portugaise. Ils utilisaient le kimbundu, donc c'est une des langues angolaises, des dialectes africains qu'il y avait en Angola. De leurs voisins, dont l'Ouganda, l'Afrique du Sud notamment, et sont assez fiers de ces côtés. Également du côté des Blancs, des Portugais, qui sont toujours dit nous sommes beaucoup investis dans ce pays, que des côtés noirs qui sont dit oui, nous venons de plusieurs tribus différentes, mais maintenant c'est un pays, c'est l'Angola. Par contre, quoique on peut dire qu'il y avait moins de racisme, il y avait quand même une division traditionnellement, il y avait une division assez stricte qui disait que les Blancs nés en Portugal avaient un statut plus haut que les Blancs nés en Angola, qui étaient plus encore que les métis. Donc c'était assez bien défini, c'était même écrit sur la carte d'identité, qui n'est plus le cas. Donc il y a ces deux côtés. De l'un côté, ils considèrent d'être assez progressistes sur ces questions, mais de l'autre, c'est pas tout à fait innocent. Aujourd'hui, il persiste des inégalités qu'on dit ne sont pas dues tout à fait au racisme, mais aussi aux différences d'éducation.
notamment chez les métis, ils ont souvent des très bons des très bonnes jobs, des très bons boulots, parce qu'ils sont mieux éduqués. Par contre, les Noirs disent que oh, c'est pas juste, qu'il faut être métis d'avoir un bon boulot. Alors, il existe un racisme, mais ce n'est pas le racisme comme on voit dans notre pays. J'ai aussi trouvé les questions de métissage assez intéressantes, dans le sens où les couples mixtes ont depuis longtemps été plus acceptés dans les colonies, dans toutes les colonies portugaises, le Brésil et le Cap-Vert aussi, mais notamment en Angola. Peut-être ça vient de son statut comme une colonie pénale, parce que voilà, dès le début de la colonisation, il n'y avait pas beaucoup de femmes, donc les blancs portugais se sont mélangés avec les femmes noires angolaises. Alors, depuis le début, il y a eu beaucoup de couples mixtes. Là, cette photo est intéressante, c'est la première présidente de l'Angola indépendante et sa femme. Donc, les Coréens, ils me parlent beaucoup parce que, en général, ils se disent pas tout en face. Et du coup, le fait de boire, s'alcooliser, permet de dire ce qu'on pense réellement de l'autre, d'écorcher les bonnes manières et les règles rigides de la politesse. Donc, exprimer sa réelle personnalité et ses opinions. Et faire affirmer nos propres opinions aux autres. Et par contre, oui, donc boire permet de faire savoir ce qu'on pense, parce que nous on pense réellement aux autres, et aussi de faire des fois perdre la face aux autres, c'est-à-dire de dire les défauts de l'autre personne en face. Voilà. Donc ça a une grande popularité auprès des jeunes parce que ce sont des groupes généralement composés de jeunes qui ont la moyenne d'âge, c'est 17 ans, 18 ans, 19 ans, ils sont formés environ à cet âge-là. Et ça s'appuie sur des sons très rythmés, ça bouge beaucoup, ça danse dans tous les clips, etc. Et il y a un style vestimentaire également très affirmé. Donc les jeunes coréens, ils aiment bien s'identifier à ce genre de groupe, ils veulent s'habiller comme eux, etc. Et donc c'est souvent, la plupart c'est des boys bands, des girl bands, ils sont rarement tout seuls ou en solo. Et il faut savoir que contrairement en France par exemple, où par exemple je vais former un couple avec un ami et si je me fais détecter par un producteur, ben, voilà. Là-bas c'est les producteurs, ils vont chercher un style particulier de jeunes qui vont passer genre une formation de danse, de chant. Il y en a qui vont même passer à la chirurgie esthétique par exemple, ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps tous beaux, les meufs, les filles pardon, les filles sont toujours très jolies et tout. Donc c'est vraiment une sélection très approfondie et très rigoureuse. Quand on arrive dans une entreprise aussi, la coutume veut qu'on distribue les cartes de visite à tous les employés. Donc il faut encore un gros paquet. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre une photo de soi, parce qu'ils s'y perdent vite, vu qu'ils en ont beaucoup. Donc comme ça, ils se souviennent de qui vous êtes, quelle entreprise vous appartenez. Et aussi numéro de portable, je préfère votre numéro de portable personnel, parce que ce qu'ils veulent, c'est vous joindre vous directement et pas avoir à passer par différents services. Ensuite, la négociation au Brésil. Avant de parler vraiment des affaires, ce qu'il faut faire, c'est établir une relation amicale. Alors ça peut prendre quelques jours comme plusieurs semaines. Parce qu'en fait, ce que les Brésiliens attendent, c'est que tous les collègues en fait, se soient rencontrés. Donc par exemple, tous les Français qui sont allés au Brésil doivent rencontrer tous les Brésiliens de l'entreprise. C'est pour ça que ça peut être très long. Ensuite, si possible, ils veulent aussi rencontrer votre femme ou votre mari et présenter à la leur ou au leur. Et donc il ne faut surtout pas aussi, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, hésiter à être tactile. Les Brésiliens sont très tactiles, ils vont tout de suite vous prendre dans leurs bras, vous faire la bise, même entre hommes ou entre femmes, ça n'a pas d'importance. Et surtout quand on va au Brésil, il faut
attendre que ce soit le Brésilien qui vous parle du contrat. Il ne faut surtout pas lancer le sujet en premier. En fait, donc par exemple, on peut voir qu'un sourire, ça peut être très mal perçu, ça peut être perçu comme une attitude ou un geste un peu bête en fait, une attitude de niaise. Et les règles de politesse sont plutôt inexistantes en fait. Donc dans les magasins, il ne faut pas être étonné si on vous dit ni merci, ni bonjour, ni au revoir. Voilà. Ouais, c'est clair. En privé, les Russes s'embrassent sur les lèvres, mais alors ça c'est vraiment dans le cadre familial et le cadre très proche. Et donc voilà. Et ensuite, par rapport au repas, en fait, il est très mal vu de ne pas porter un toast à une femme s'il y en a une qui est présente. Il faut souvent, c'est en général le second verre qui va être porté en honneur à la femme en fait qui sera présente. Et donc bien souvent ça va être un verre de vodka, même si la vodka laisse de plus en plus place à d'autres alcools comme la bière. Et il existe aussi en Russie une drôle d'habitude qui est liée à la montée d'insécurité dans le pays, parce que les Russes ont été très touchés par leur histoire, donc par l'Union soviétique. Donc en fait, quand les gens sont invités quelque part, quand ils rentrent chez eux, il est très commun qu'ils appellent en fait leurs hôtes, qu'ils les rappellent pour leur signaler qu'ils sont bien arrivés et qu'il n'y a pas eu de problème, car il y a une grosse montée d'insécurité en Russie. Donc quand on va travailler en Russie pour un Français, donc on est souvent les Russes ils vont nous dire qu'on s'habille trop. On est trop d'artifice. Hein. Ouais, trop à l'américaine peut-être. Enfin non pas. C'est vrai qu'on n'a pas connu le. C'est vrai que la Russie c'est un pays très très carré et là-bas il n'y a pas d'artifice dans les affaires et tout. Ils sont toujours tout droit, enfin très très carrés et du coup ils nous demandent d'être sobres et de s'adapter à eux en fait tout simplement. Et donc quand on va rencontrer des femmes russes au travail, il faut mieux leur serrer la main. Ah non, il ne faut pas leur serrer la main. Les hommes oui, parce que oui, les hommes oui, on leur fait pas la bise ni le bisou, parce qu'en fait heureusement mais avant on le faisait. Et il faut opter donc pour une bise à la française tout simplement aux femmes, parce que même les étudiants russes de notre âge, les filles elles se font la bise parce qu'elles veulent adopter un peu le mode de vie européen. Et du coup voilà, il faut opter une bise pour les femmes et la même pour les hommes. Et les bisous c'est juste vraiment dans la vie privée. Voilà, dans la vie privée. Montrer que vous respectez leurs coutumes, leur point d'intérêt. Et un bon point d'intérêt, c'est le foot. Parce que là-bas, je ne sais pas si vous avez regardé dans les derniers, oui, la CAN ou les derniers Coupes mondiales, souvent la caméra elle va tourner dans les stades et les supporters de la Cameroun sont les plus vocales. Donc à un niveau, à la fin, ils font aussi tableau avec les décibels et c'est eux les plus forts. Donc en 2010 avec vous avez là, c'est eux qui nous ont pété les couilles. Donc voilà. Donc pour montrer que vous connaissez un peu sur le foot, je vous donne quelques indices à savoir que vous pourrez reprendre si jamais vous négociez avec eux. C'est les nomades de l'Afrique en fait. C'est un groupe culturel qu'on retrouve un peu partout dans les régions nord de chacun des pays africains. Alors, eux, c'est donc ceux qui sont de l'ouest du Cameroun. Cameroon is considered to be the most ethnically and linguistically diverse country in Africa, offering the most marvelous discoveries to visitors. Ethnic groups and larger cultural entities dwell in mutual, fraternal goodwill and harmonious coexistence. The one represented on the picture are one of the most powerful and famous. They are named Bamileke and they are from the west side of Cameroon. And on the picture, they are wearing the traditional clothes. So, donc sur la photo, on peut voir que
ils sont habillés avec leurs habits traditionnels, donc les vêtements qu'ils portent généralement pendant les grandes cérémonies traditionnelles et aussi pendant les grandes cérémonies avec les hauts représentants du chef d'État. C'est l'une des tribus les plus importantes du Cameroun parce que c'est à peu près eux qui détiennent tout le commerce du Cameroun parce qu'ils sont réputés pour être très économes et très bons gestionnaires. Donc c'est sur eux que la plupart des Camerounais se reposent quand il faut parler d'argent, quand il faut parler d'économie, etc. Donc, alors en effet, l'école primaire en Allemagne, elle est obligatoire, enfin l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans, c'est pas comme en France, l'école maternelle ça n'existe pas. Donc il y a des jardins d'enfants, mais c'est payant, c'est assez cher. Donc en général c'est pour ça qu'en Allemagne il y a le culte du fait que la femme arrête de travailler quand elle a des enfants. Donc ensuite, il faut savoir que nous, l'orientation, elle se fait en général à partir de la 3e. Donc on choisit soit d'aller au lycée général, soit de partir sur du professionnel, alors qu'en Allemagne, elle se fait aux environs de la classe du CM1, donc ce qui est quand même très très jeune. Donc plusieurs alternatives existent donc. Il faut quand même savoir que l'école professionnelle est très valorisée en Allemagne comparée en France. Donc le collège et le lycée. Donc, suite à l'orientation, il y a 4 alternatives qui sont proposées aux élèves. Donc, soit la Hauptschule, la Realschule, la Gesamtschule ou le Gymnasium. Donc, le Gymnasium, ça correspond aux études que nous, on a fait en lycée général. Donc, si on suit la Realschule, ça va être quelque chose d'un petit peu plus professionnel. La Hauptschule et la Gesamtschule également. Et en fait, on va dans les écoles en fonction du niveau qu'on avait au CM1, en fait. Donc, plus on était de CM1, plus on va dans la meilleure école, etc. Un étranger se doit d'arriver à l'heure et le grand jeu des Russes, ça peut être de tester justement la patience de leurs clients étrangers en les faisant attendre 1 à 2 heures avant la réunion pour voir s'ils sont aptes à tenir le coup ou en patience. Ils travaillent avec un agenda, ils s'en servent mais ils sont assez flexibles là-dessus. Et un étranger ne doit jamais dire en Russie quand est-ce qu'il a sa date de départ justement parce que ça montrera qu'il est inflexible sur sa maîtrise du temps, etc. Ensuite, les Russes, pour établir une relation d'affaires, parlent d'un climat de confiance. S'ils jugent que ce climat-là n'est pas présent entre deux businessmen, ils n'iront pas jusqu'à la signature du contrat. Et pour justement avoir ce climat de confiance, il faut avoir une relation personnelle avec le client, d'abord ne pas changer d'interlocuteur, dialoguer de personne à personne, pas faire passer un collègue avec le russe. Et ça peut s'installer via des sorties extérieures où on apprendra à connaître le russe personnellement, d'abord au restaurant ou au dîner, ou en allant dîner chez le russe. Et là, il convient d'apporter un cadeau à ses hôtes, comme des fleurs, des aliments ou une bouteille d'alcool. Au niveau des engagements, tout d'abord, un engagement écrit sera beaucoup plus de valeur qu'un engagement oral qui n'aura aucune valeur. Au niveau des cartes de visite, il faut en apporter plusieurs. Pour chaque interlocuteur qu'on rencontre, il va falloir en donner une. Et en anglais et en russe, recto verso. Donc d'un côté russe et de l'autre côté anglais. Après la présentation, que ce soit la présentation de la carte de visite ou la présentation des personnes ou de l'environnement, ça doit toujours être simple et ça doit être synthétique, par exemple pour la carte de visite. Et pour une rencontre, l'environnement, ça doit être par exemple un restaurant ou un café. Et par contre, la signature, elle doit être tout le temps réalisée dans les locaux de la société pour que ça soit officialisé, dans un endroit officiel en quelque sorte. Et lors d'une rencontre avec un responsable ou d'un salon ou d'une réunion, ce sera toujours le responsable qui va ouvrir la discussion et qui va présenter chaque individu par ordre d'importance. Après, au niveau des négociations, donc ces négociations qui sont plus en russe, en anglais, l'anglais est peu pratiqué. Et donc on va souvent faire appel à un interlocuteur qui va favoriser l'échange, qui sera souvent synonyme de réussite. Et il connaît la législation du pays qui est un peu difficile, donc il faudra lui faire confiance et il saura analyser la situation.
Et par exemple aussi, comme disait Florent, l'interlocuteur il peut essayer d'impressionner le visiteur, donc un Français qui va en Russie, en devenant rouge de colère, ou vraiment en faisant des grands gestes, en parlant fort pour l'impressionner, justement remporter la mise, en quelque sorte découvrir sa vraie personnalité. C'est typiquement thaïlandais et si on entre dans une maison, ben, il faut se déchausser. Il faut éviter de pointer ses pieds vers quelqu'un parce que c'est la partie la moins noble du corps. Et surtout, comment on fait? Éviter de pointer ses pieds vers quelqu'un et surtout vers Bouddha parce qu'il le respecte beaucoup. Et éviter de toucher la tête d'un enfant, c'est très mal vu parce que c'est la partie la plus noble du corps, donc il faut éviter de la toucher. Et ils veulent aussi qu'on respecte leur religion parce qu'ils y attachent beaucoup d'importance. La notion de face, donc pour eux comme en Chine, c'est il faut toujours façon motivante qui entraîne. Souvent, on écoute ce genre de défilé dans les rues, au Brésil. Enfin, voilà, c'est vraiment la musique typique de là-bas. Oui, donc c'est la musique populaire que tout le monde écoute, que quand on l'entend, enfin, là-bas les gens ils se mettent à danser, tout ça, donc c'est vraiment. Ça me fait penser un peu, je sais pas, au soleil, sur la plage, voilà,